politique, si vous voulez des discours, demandez à un homme. Si vous voulez des actes, demandez à une femme. Je ne vais pas me faire que des amis aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. C'est parti pour Connexion 360, notre destination hebdomadaire tous les samedis à 11h15, heure de Toronto, 16h15 GMT, 18h15 à Kinshasa. Connexion 360, cette plateforme qui nous permet de rester connectés avec des personnes qui façonnent notre environnement à travers des conversations engageantes, significative et nous l'espérons divertissante. Nous sommes sur la chaîne Go Live TV émettant sur Internet et sur Roku Box, c'est une nouveauté. Et nous sommes également en streaming sur Facebook et YouTube. Je suis votre hôte et je m'appelle Elikia Doumbé. Notre thème du jour, les défis d'une femme en action. Nous en recevons justement une. Elle est un pilier de la communauté francophone en Ontario. Elle est arrivée en 1997 à Toronto avec pour seul bagage sa fille âgée d'1 an et ses rêves de survie. Elle a été confrontée à tous les défis que rencontrent les immigrants et surtout les personnes réfugiées lorsqu'elles arrivent ici, barrière de la langue, difficulté à avoir ses diplômes reconnus, recherche d'emploi, procédure d'immigration difficile, procédure de regroupement familial, isolement, etc., etc. Frustrée par le manque d'accompagnement pour naviguer à travers les différents systèmes administratifs, elle crée 2 ans après son arrivée son organisme sans but lucratif pour justement pallier à ce déficit d'accompagnement. En plus donc d'être la directrice générale de l'Auberge francophone, elle a 2 autres casquettes, présidente de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario, et candidate libérale d'Etobicoke Nord aux prochaines élections provinciales. Permettez-moi de retrouver Julie Loutété, qui est mon invitée ce jour. Bonjour Julie. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, merci. Avec cette pandémie? Oui, il y a beaucoup de changements dans la vie, on se bat malgré la pandémie. Malgré la pandémie, oui. On tient le cap. Très bien. Oui. Alors, je le disais tantôt, tu es arrivée en 1997 dans ce pays. Bien 2 sûr, ans plus tard, tu crées ton organisme. Alors moi, j'aimerais savoir comment on fait ça. Comment on arrive dans un pays nouveau, on n'a pas tous les repères, on n'a pas toutes les données et on crée son organisme pour aider les autres. Comment on fait ça? Pour moi, ça a été basé par mon expérience personnelle. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, comme tu l'as introduit tout à l'heure. J'ai rencontré beaucoup de difficultés à mon arrivée, surtout avec la langue anglaise que je ne parlais pas du tout quand je suis arrivée à Toronto. Et je me suis retrouvée dans des moments où, pour parler, pour m'exprimer, je peux me rappeler, j'étais encore au centre d'accueil à mon arrivée, mais pour passer les messages, il fallait qu'ils contactent un centre francophone, et c'était aussi le centre francophone de Toronto à l'époque. Et si c'était pendant le week-end, on ne pouvait pas avoir la conversation, on ne pouvait pas comprendre ce que j'avais besoin à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il fallait un interprète? Oui, pour chercher un interprète en ligne. Alors, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Comme à l'arrivée, je me disais que le Canada, c'est un pays bilingue. Pour moi, les Français devaient se parler partout au Canada tous, hein. Avant de comprendre les systèmes fédéral, provincial et que le Canada est plus bilingue au niveau fédéral. Et là, j'ai compris qu'il y avait besoin d'avoir plus de services en français dans la grande ville du Canada qui est Toronto. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée avec certaines personnes à l'époque pour créer l'organisme qui est appelé Auberge francophone d'accueil et de services aux immigrants. D'accord. Alors, tu as commencé dans un coin de cuisine, dans ta chambre. Tu as commencé comment? Ça, c'était un très bon point. J'ai commencé à aider les membres de la communauté qui me rencontraient, à leur montrer les chemins que moi j'avais parcourus. À l'époque, on devait avoir besoin de services sociaux et je les accompagnais au bureau de services sociaux. Je me demandais comment je le faisais parce que c'est moi-même qui étais là pour les aider, à avoir la conversation avec les agents de services sociaux. Avec les petits anglais que j'avais, je pouvais me débrouiller pour les aider et j'avais juste un petit bureau chez moi à la maison, un petit ordinateur, un appareil de fax qui m'aidait à rendre service aux autres. Wow. Quel a été l'impact auprès des bénéficiaires?
Ça a été plus facile parce que quand vous avez déjà rencontré des difficultés et par rapport à ça, vous aidez les autres à éviter les mêmes difficultés que vous avez rencontrées. Et avec ça, j'ai eu un contrat avec les bureaux des services sociaux de Eglinton et Young qui m'ont accordé 60 bénévoles à l'époque. Et c'était des bénévoles qualifiés parce qu'il y avait une crise économique vers les années 99-2000 à Toronto où les gouvernements demandaient à tous les prestataires de services sociaux d'être bénévoles à un organisme à but non lucratif. Et nous avons été chanceux à l'auberge francophone de recevoir 60 bénévoles qualifiés, oui, qui s'occupent de nous, notre site internet, les services administratifs, les services d'accompagnement et les services aussi d'interprètes. Alors l'auberge francophone, plus de 20 ans après, c'est quoi, presque 25 ans, c'est ça? Oui. C'est à peu près combien de personnes que tu as aidées? Est-ce qu'on a une idée? Je ne saurais pas donner les nombres, mais c'est énorme. C'est énorme en termes de gens qui ont ici l'impact des services réussis à partir de l'auberge. Ouais. Alors, tu es arrivé ici pratiquement depuis 1997, ok? Tu as vu que à Toronto, c'était le désert au niveau de la francophonie, au niveau des communautés noires, il n'y avait pas un grand dynamisme. Aujourd'hui, comment tu mesures le chemin parcouru 25 ans après? Moi, je suis satisfaite des services accomplis malgré qu'on n'avait pas assez... Pas forcément l'auberge francophone, mais en tant que communauté, en tant qu'effort collectif. Il y a quand même un grand changement aujourd'hui. Il y a beaucoup de services en français, beaucoup d'organismes francophones. Nous avons les centres francophones qui a aussi une panoplie de services aujourd'hui. À part les centres francophones, nous avons d'autres services de santé en français qui donnent des services aux membres. Et puis, il y a accès aussi à beaucoup de services en ligne, ce qui fait que les francophones trouvent quand même beaucoup de services par rapport à 25 ans quand moi j'étais arrivé. Très bien. Alors, dans cette francophonie-là, il y a également différentes communautés, notamment la communauté noire qui s'organise depuis un moment. Et il y a 2 ans donc, une coalition est née. Comment cette idée d'une coalition s'est imposée? Moi, je pense qu'il y avait manque d'une structure qui devait représenter la communauté noire en général, ici en Ontario. Et de là, il y a eu un groupe de gens qui se sont dit que nous avons besoin d'une structure propre à nous pour nous représenter, pour que nous puissions avoir un cadre de concertation pour essayer de voir nos priorités et nos besoins pour que le gouvernement puisse le prendre comme recommandation. Et à partir de là, la première assemblée a été au mois de novembre 2019 et c'est là que j'ai été élue première présidente de la coalition des Noirs. Alors, qui en fait partie? Elle regroupe combien d'organismes aujourd'hui? Nous avons aujourd'hui, après notre tournée, nous avons plus d'une quarantaine d'organismes et associations des pays d'origine qui sont membres de la coalition. D'accord. Comment fait-on pour en être membre? Il faudrait d'abord être un organisme qui est créé par des personnes noires et qui desservent plus de 80% de cette communauté. Et juste nous envoyer votre message, la lettre d'intention, et nous allons vous envoyer un formulaire pour s'inscrire. D'accord. Alors on sait que ce n'est pas toujours évident de rassembler tout le monde. Comment on fait pour fédérer tout le monde autour d'un tel projet? Qui en a la vision, qui est porteur de la vision, et comment on fait pour partager ce genre de vision? Au fait, ça c'est un défi que nous avons parce que la communauté a besoin d'être sensibilisée, a besoin d'être aussi éduquée pour comprendre que nous avons besoin d'une structure pour mieux s'organiser, pour que nous puissions, une structure qui est comme une voie politique auprès du gouvernement et que ça soit un cadre pour que nous puissions discuter ensemble, regarder ce qui est comme nos problèmes pour pouvoir les adresser et pouvoir atteindre le développement économique que nous recherchons tous. Et c'est là où il y a un peu de problème. Alors, tu as parlé de la nécessité d'avoir une voix politique. Tu vas nous parler de ta candidature. Qu'est-ce qui te pousse après, avec toutes ces différentes casquettes? Alors, directrice générale de l'auberge francophone,
présidente de la coalition des Noirs francophones, ancienne vice-présidente de l'AFO, de l'Assemblée de la francophonie ontarienne. Comment on trouve le temps, en plus de ça, de faire de la politique? Et je pense que tu es tombée dedans quand tu étais petite, je suppose. Bien sûr, je me suis impliquée au niveau politique dès mon arrivée au Canada. Et ce que je fais dans le quotidien, aider les membres de la communauté, je vais le faire à un niveau plus élevé pour pouvoir avoir donné la voix aussi, la voix de nos communautés aux instances provinciales pour le moment. Et continue à servir cette communauté-là et plus précisément la région d'Etobicoke-Nord. Quels seront les premiers chantiers politiques que tu vas adresser si tu es élu? Je pense que notre plateforme, le Parti libéral, a un plan qui répond aux besoins de toute la communauté du Canada, plus précisément de l'Ontario. Nous avons un meilleur plan pour l'éducation. Nous voulons avoir des petites salles de classe. Nous avons un bon système, on a un bon plan pour le système de santé. Nous avons déjà publié notre plan de $10 par jour pour la garderie. Je pense que je m'appuie sur les priorités de notre gouvernement et m'assurer vraiment qu'il y a aussi l'inclusion, la diversité et l'équité qui est respectée au sein de notre plateforme. Alors, généralement, on demande de se projeter dans l'avenir. Moi, je vais te lancer un défi. Projette-toi dans 10 ans. Comment tu souhaites voir cette communauté francophone, cette communauté noire, ici en Ontario? Mon souhait, je pense que dans 10 ans, on aura plus de représentation au niveau sur les scènes politiques, que ce soit municipale, provinciale et fédérale, et avoir cette communauté-là qui arrive à s'épanouir. Quels sont les plus gros défis aujourd'hui? À quel niveau? Au niveau de cette communauté, notre communauté noire. Quels sont les plus gros défis aujourd'hui? Ouais, nous avons beaucoup de difficultés aujourd'hui. Nous faisons face à beaucoup de barrières, accès surtout à l'emploi. Je pense qu'il est temps que nous puissions prendre conscience et essayer d'élever ces défis-là pour aider cette communauté à aller de l'avant. D'accord, donc c'est aussi ça que tu vas pousser comme dossier si jamais tu Bien sûr, pour la communauté noire, pour la communauté francophone et pour toutes les autres communautés que je vais représenter au niveau d'Etobicoke-Nord. Tout à fait. Alors, nous avons vu récemment des femmes noires d'origine africaine propulsées au devant de la scène politique, 2 élus, une autre nommée, Gracia Kazoki-Katawa, mairesse de Côte-des-Neiges, Oui. au Québec, Ariel Kayabaga, députée fédérale, London, et Amina Gerba, sénatrice. Est-ce que cela t'inspire? Ça montre qu'il y a de l'espoir pour notre communauté. Moi, j'ai beaucoup aimé de voir ces 3 femmes aller de l'avant. Ça m'inspire beaucoup et j'ai l'espoir aussi que ça pourra marcher pour mon élection qui s'en vient. Et j'appelle toutes les autres femmes à faire la même chose si ils ont la passion à servir leur communauté. Est-ce que tu trouves que les femmes sont assez timides lorsqu'il s'agit de se mettre, d'entrer dans la scène politique, sur la scène politique? Qu'est-ce qui fait qu'elles Je soient ne pense pas. si La réalité est là. Nous avons 3 femmes africaines noires qui sont là. Il y a d'autres aussi qui sont impliquées au niveau du parti, mais peut-être qu'elles n'ont pas encore trouvé des opportunités à pouvoir se représenter parce que ce n'est pas évident pour trouver une ouverture, d'être nominé. Ça prend de l'implication et ça prend aussi un travail de terrain sur place. Je pense que les femmes ne sont pas du tout timides. Je ne le pense pas. Alors, je le disais, c'était la citation du jour. Pour avoir des discours demandés à un homme, pour avoir des actes demandés à une femme, c'est une phrase de Margaret Thatcher. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Je suis très d'accord avec ça. Il y a une collègue candidate qui est d'origine ghanéenne. Elle se représente à Brampton Sud. Elle l'a dit aussi hier, on était à un événement où elle a dit que ça ne prend pas seulement les mots, mais ça prend des actions.
Alors, Ouais. qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que les femmes sont plus dans l'action et les hommes dans le discours? Parce que nous, en tant que moi, je parlerai peut-être de moi. Oui. Euh, Nous, quand nous voulons faire quelque chose, on voit l'objectif. Nous devons à tout prix atteindre cet objectif-là et nous travaillons fort pour arriver à cela. Julie Lutété, quel est le legs que tu aimerais laisser? Tu as une fille, qu'est-ce que tu lui as transmis? Qu'est-ce que tu lui transmets? Et qu'est-ce que tu aimerais laisser aux autres jeunes filles d'ici et d'ailleurs? Moi, je dirais de ne pas se décourager quand on rencontre des difficultés. Parce que quand je regarde ma vie, d'où je viens, j'ai passé beaucoup de temps difficiles. Et des fois, je me disais que je n'ai pas la chance parce que j'ai essayé ceci, ça n'a pas marché, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, je vois que c'est qu'on dit des fois, à toute chose, le malheur est bon, parce que ça te crée un chemin qui est plus particulier pour toi. Alors, j'invite les jeunes filles comme ma fille, elle le sait, d'être déterminées dans la vie. Si vous voulez atteindre quelque chose, il faut y travailler pour trouver. Il ne faut pas se décourager sur tout ce qu'on en rencontre comme difficulté ou embûche, mais on doit être déterminé que je pourrai arriver. Alors, on va se détendre un petit peu. Tu as beaucoup de travail, tu es présidente, directrice, comment tu te détends, comment tu te relaxes, quels sont tes loisirs, qu'est-ce que tu aimes faire? Je pense pour mieux répondre à toutes mes préoccupations, ça prend la gestion des temps. Par exemple, moi, j'adore cuisiner. Oui, j'adore cuisiner. C'est quoi? Les mets africains. Ok. J'aime cuisiner les mets africains et j'ai toujours le temps pour ma famille. Par exemple, la journée du dimanche, pour moi, c'est une journée consacrée à ma famille, à la prière. Comme maintenant, j'ai déjà commencé ma campagne, mais la journée du dimanche, je la laisse uniquement pour la famille, pour mes temps de prière. La famille, ça représente quoi pour toi? Ça représente beaucoup. C'est ça qui me donne cette envie-là de continuer à vivre. Ce sont les gens qui sont plus proches de moi tous les jours. Donc, il ne faudra pas rater ces moments-là. Penser que l'avenir, c'est demain, mais l'avenir, c'est à chaque moment que nous le passons dans notre vie. Tu as un parcours, on peut dire un parcours réussi parce que tu as, enfin pour moi, hein, tu as impacté énormément de gens, tu as aidé énormément de gens, donc tu as des qualités humanistes, humaines, très prononcées. Mais s'il y avait quelque chose à changer dans ton parcours, qu'est-ce que ça serait? Une seule chose à changer dans ton parcours, qu'est-ce que ça serait? Je suis contente du parcours, du chemin parcouru parce que là où je me trouve aujourd'hui, c'est grâce à toutes les difficultés rencontrées, je ne vois pas ce que je pouvais changer. Rien du tout, sans regret. Peut-être m'engager plus dans la prière avant comme je me suis engagée maintenant. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as appris de la vie si tu devais avoir des leçons de vie à donner? Qu'est-ce que tu as appris de la vie que tu aimerais partager? Je l'ai déjà dit, c'est de ne pas se décourager quand on pense qu'il y a des barrières devant nous, mais il faut plutôt foncer. Comment on va chercher comment je vais dire ça, cette conviction ou ce non-renoncement? Comment on fait pour ne pas renoncer? Comment on fait? Pour mon cas, je pense que il y a eu des hauts et des bas au niveau de l'auberge francophone. On avait un très grand projet. C'était un projet d'aider les hommes immigrants. On avait trouvé que les hommes avaient besoin plus de services parce que les femmes trouvaient beaucoup de services dans la région ou à Toronto, mais les hommes n'avaient aucun service. Je dirais plus les hommes francophones n'avaient vraiment pas de service. Mais avec l'arrêt de ces financements-là, ça ne m'a pas découragé de continuer à servir la communauté. Et je l'ai fait même de façon bénévole. Donc, quand vous tenez à quelque chose, quelles que soient les difficultés,
il faut continuer à se battre parce que moi, j'ai compris aujourd'hui que tout ce que nous faisons ici sur la terre, même si les gens ne le voient pas, mais il y a quelqu'un plus haut qui sait voir les sacrifices que nous faisons et ça paye un jour. Merci beaucoup. Je pense que nous arrivons au terme de notre émission et comme à chaque fois, on se sépare en méditant. Merci vraiment d'être passé. On se sépare avec une petite méditation. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer. Et nous disons ceci, à toi qui nous as donné de nous établir dans un nouveau pays, donne-nous les clés pour comprendre, nous impliquer, mais surtout, donne-nous la volonté de nous mettre en action ensemble pour contribuer à la prospérité de cette terre d'accueil et d'en partager les fruits équitablement. Restez dans l'esprit Ubuntu, je suis parce que tu es, et nous sommes ici parce que vous êtes là. Merci, à la semaine prochaine.